Durant son mandat à l'Assemblée nationale, il a traversé la turbulence qui secoua le gouvernement Lévesque au début des années 80. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Morin. M. Champagne, dans votre travail de député sur l'île de Laval et à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de déplacements, des exigences presque quotidiennes. Comment vous conciliez ce travail, ces déplacements et votre vie de famille? Pour moi, la vie de famille était primordiale pour moi. J'en avais fait un principe de base. Alors, j'avais un fils, j'avais une épouse. Alors, pour moi, c'était fondamental, c'était eux avant tout. Et lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, je téléphonais tous les jours chez moi, à mon fils, et je lui disais, peut-être, là, je vais faire un discours, mais ça ne l'intéressait pas nécessairement. Alors, la vie familiale. Et dans les fins de semaine, on avait des activités dans le comté. J'étirais pas impunément, là, justement, ces activités-là, mais j'assistais à beaucoup d'activités. Mon épouse était même moins de la représentation, puis je la comprenais à ce moment-là. Dans l'île de Laval, dans la circonscription de Mille-Îles en particulier, c'était quoi votre électorat? Ça se composait de quelle façon? Majorité francophone, col blanc, enfin? Oh, c'est une majorité francophone, oui. Et puis c'était formé des anciennes villes de Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François et Auteuil. C'était à la fois urbain et agricole. Des fois, il y en a qui sont surpris. Urbain, c'était surtout des professionnels et puis qui travaillaient à Montréal. On qualifiait à ce moment-là Laval de ville dortoir. Mais ce qu'il y avait de surprenant, il y avait 172 agriculteurs, des fermes d'élevage, des fermes de production agricole. Et aussi, j'avais dans le comté, j'étais même surpris, le plus gros producteur de brocolis à travers le Canada. Alors moi, je me suis retrouvé avec le comité de l'agriculture, avec Jean Garon, le ministre Jean Garon, pour défendre mes agriculteurs du comté de Mille-Îles. Alors, c'était un comté qui était assez aisé, il n'y avait pas trop de pauvreté. Mais le fait que le comté était quand même d'une étendue assez rapprochée, ça devait faciliter les déplacements auprès de vos électeurs. Ah oui, c'était très, très, très facile. Ah oui, ça c'est l'avantage, ça, quand même. Si on regarde à Laval, c'est une île, une ville, une MRC, en fin de compte, un hôpital, un conseil municipal. On avait un gros avantage. Tout était concentré et tout le monde travaillait pour, disons, la même cause. Alors, c'était relativement facile. Vous étiez responsable, je crois, des dossiers de la culture et des loisirs. C'est exact? Ah oui. Est-ce que ça vous a facilité la tâche pour attirer sur l'île de Laval des projets intéressants? Ah oui, définitivement. En fin de compte, moi-même, dans mon comté, j'ai 2 centres communautaires, j'ai eu aussi une bibliothèque, la Maison des jeunes, mais c'est au niveau de Laval que je travaillais beaucoup. Il y avait un maire qui s'appelait Claude Lefebvre, et on se retrouvait ces mêmes tribunes parce que lui aimait les arts. Alors, on était au même concert, au même lancement de volume et le reste, et puis on déplorait quelque chose. À Laval, le domaine des sports était choyé. Il y avait 7 ou 8 arénas, mais il n'y avait pas de maison des arts. Il n'y avait pas ça. Puis lui, il était convaincu qu'il fallait en avoir. Puis moi aussi, j'étais convaincu. Alors, ce que je fais venir le ministre des Affaires culturelles, Clément Richard, venir rencontrer le maire. Et puis, il est venu rencontrer le maire. On était des 3, par un bel après-midi, là, à la maison, de la vieille maison, Benjamin Papineau. Et puis, c'est là que ça s'est réglé. Monsieur le maire, êtes-vous prête à mettre la moitié? Vous mettez la moitié, je mets la moitié dans cette maison des arts. C'est correct, ça s'est réglé aussi facilement que ça.
La maison s'est construite et aujourd'hui, les Lavallois sont très fiers d'avoir une belle maison des arts où il y a exposition et concerts et le reste. À Québec, dans votre rôle de député, bon, il y avait la Chambre, la période de questions que vous n'aimiez pas. Par contre, le travail en commission parlementaire, vous sembliez être, vous étiez assidu, vous sembliez aimer ça. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Oh, mais c'est qu'on rencontrait quand même des présidents de sociétés d'État, des présidents de régie, des recteurs d'université, que ce soit de la SAQ, de Télé-Québec, que ce soit d'Hydro-Québec, Bell Canada ou des choses semblables. Alors, c'est enrichissant, ça. Vous êtes là à recevoir là, des grands responsables des grandes institutions au Québec. Alors, moi, j'étais émerveillé de ça, et puis j'écoutais, mais aussi mes collègues. Alors, moi, j'ai des commissions parlementaires, j'ai bien aimé ça. Et puis, j'aimais aussi en discuter avec mes collègues. Je vous donne un exemple d'une commission parlementaire. J'étais à la commission parlementaire du tourisme et le commerce touriste avec, à ce moment-là, Rodrigue Biron. Rodrigue Biron, il ne s'enfargeait pas d'un fleur du tapis, puis il était un homme bien simple. Lui, il y avait une problématique, et puis moi, j'étais membre de cette commission-là. Alors, il dit, es-tu intéressé à venir discuter sur un projet à Montréal? Ah, j'ai dit oui. Lui, il y avait, on avait ce qu'on appelle le pavillon du Québec à Terre des Hommes. Et ça ne servait pas. Et puis, il voulait trouver une vocation à ça. On fait des réunions avec des attachés politiques. Et puis, on décide qu'au lieu de le laisser là, à ne rien faire, on devait faire un temple de la renommée. Ça veut dire qu'on mettrait dans ce temple-là des œuvres de grands Québécois. Et puis, ça n'existait pas trop à Montréal. On allait voir ce qui se passait ailleurs. Je me souviens, il y a une statistique, je pense qu'il y avait 52 temples de renommée dans la ville de New York, puis il y en avait 30 à Chicago, mais il n'y en avait pas à Montréal. Mais c'est pour montrer qu'on peut faire des choses, des commissions parlementaires, on peut avoir des idées, mais on n'a pas eu le temps de la réaliser. Alors, elle aurait pu se réaliser, mais il aurait fallu avoir plus de temps, l'entreprise privée et tout ça. En 82-83, surtout au début de 83, le gouvernement du Québec traverse une grosse crise budgétaire. Les négociations avec les salariés du secteur public tournent au vinaigre parce que le gouvernement est forcé de couper le salaire. Vous étiez, avant votre carrière politique, un enseignant, donc un membre des syndicats d'enseignants. Comment vous avez traversé, vous qui étiez là, de l'autre côté de la clôture, comment vous avez essayé de rapprocher le monde? Il faut dire que dans mon mandat, ça a été la période la plus difficile. Très difficile. Justement, d'une part, ceux qui vous ont élus, vos alliés, tout ça, ils avaient le droit à une augmentation de salaire selon le coût de la vie, des choses semblables. Mais là, on arrive en 82, c'est une crise économique. Et il faut se rappeler que les taux d'intérêt hypothécaire ont monté jusqu'à 22 %. Alors, on n'était pas capable, comme Parlement, de dire, comme gouvernement, de dire, là, voici, on va respecter la Convention, mais on n'était pas capable financièrement parlant. Alors, il y a eu des négociations avec le secteur public et parapublic de dire qu'à partir d'aujourd'hui, renoncer peut-être à des augmentations. Alors, ça a tourné peut-être un petit peu au vinaigre, mais on avait beaucoup de pression, soit de la CEQ comme moi personnellement, et avec d'autres, de dire, là, c'est un dû, l'importance de l'enseignement et tout ça. Mais d'autre part, moi, j'avais dans le comté des personnes aussi qui étaient mises à pied. Je me souviendrai tout le temps de la visite de 2 ingénieurs qui travaillaient dans l'entreprise privée, qui, du jour au lendemain, ont été mis à la porte parce qu'il n'y avait pas de remploi. Et puis, ils se sont déplacés pour m'avertir de dire, là, il faut regarder ça dans l'ensemble, cette situation-là. Et il y avait hâte de voir comment est-ce qu'on était pour, nous, comme gouvernement, trancher la question.
Ça a été très, très, très pénible. Et puis, Et il y avait des grosses manifestations devant le Parlement aussi à cette époque-là. ah, c'est sûr. À un moment donné, on se retrouvait comme une ville assiégée à Québec, 25 000 personnes dans la rue, défense presque de sortir quand même du Parlement. Même, on nous avertissait, soyez prudents dans vos déplacements. On avait surveillance policière et tout ça. Ça créait une espèce de, je ne sais pas, là, c'était pesant et il y avait beaucoup d'anxiété. Et puis, on est arrivé pour trancher à des lois spéciales qui faisaient mal. Puis, je me souviendrai, M. Lévesque nous dit caucus spécial à 5 heures l'après-midi. Il va y avoir une loi spéciale. Alors là, il annonce à 5 heures, voici des intervenants, Camille Lorrain, Jean-Paul Champagne. C'était le deuxième. J'avais un discours à faire à 7h30. Il me semble, la situation exige que, collectivement, aujourd'hui, et individuellement, aujourd'hui, nous partagions comme collectivité ensemble les effets de la décroissance économique. Et c'est le message que j'adresse à cette Assemblée. C'est le message que j'adresse à tous les Québécois, à toutes les Québécoises. C'est le message que j'adresse à tous les syndiqués du secteur public et parapublic. C'est le message qui, j'espère, rejoindra toute la population et les membres de cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Ça a été peut-être un de mes discours les plus pénibles à livrer à ce moment-là, où je parlais de décroissance économique et tout ça. Et je me souviendrai tout le temps, lorsque je me suis assis là, c'était quasiment une délivrance. Les salariés du secteur public ne l'ont pas digéré. La popularité du gouvernement s'en est ressentie. Vous-même, dans votre comté, l'avez-vous perçu? Ah, je l'ai perçu, certain. Mes meilleurs militants, c'était du secteur public et parapublic. Alors, à l'élection d'après, en 85, ces gens-là n'étaient pas là. Et ça a laissé des marques assez profondes. Ça a fait des marques. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, justement, à guérir ces marques-là. Alors, dans le comté, j'y ai goûté aussi, et on a perdu nos élections. Une autre turbulence, c'est celle qui a eu lieu vers 84 sur l'option souverainiste. Il y avait des purs et durs, il y avait le beau risque de M. Lévesque et peut-être mettre la souveraineté en veilleuse pour l'élection suivante, ce qui a créé un clivage dans le parti. Vous, de quel côté vous vous situez là-dedans? Mais en fin de compte, on parlait souvent des modérés. J'étais dans un des modérés. Et c'est sûr, j'avais aussi mes raisons et les autres aussi avaient des raisons. Mais ça a été une période excessivement difficile. Lorsqu'on voit que des gens comme Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Gilbert Paquette, Lise Leblanc, Jacques Léonard démissionnent de leur poste, c'est des gros morceaux. Tu ne peux pas rester indifférent, malgré qu'on a des discussions dans les caucus qui sont très, très, très émotifs, mais qui, à un moment donné, si on regardait la situation, en 80, la population avait dit non à 60 puis 40 avaient dit oui. Mais je suis resté, moi, à ce moment-là, un député en faveur de l'indépendance du Québec à 100 moi, je me suis dit, ce sera partie remise. Puis je suis demeuré indépendantiste et encore aujourd'hui, je le suis. M. Lévesque, sa popularité descendait aussi, son état de santé s'en ressentait. Il a démissionné. Est-ce que ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris, à cause des démissions qu'il y a eu. À cause peut-être un petit peu de l'usure du pouvoir. Ça faisait quand même 9 ans qu'on était au pouvoir. René Lévesque était le chef du gouvernement pendant 9 ans. On avait eu aussi des négociations avec le secteur public et parapublic. La santé de M. Lévesque semblait plus ou moins chancelante. Alors, on n'a pas été, pas surpris, puis à la fois surpris, dans le sens où la dernière journée de la session, c'est le 20 juin 1984. Alors, après la session de cette journée-là, on se retrouve plusieurs péquistes au même restaurant dans le vieux Québec. Et pendant notre repas, ce sont les journalistes qui viennent nous annoncer, saviez-vous
que M. Lévesque vient de démissionner comme président du parti. On s'attendait, mais ça a été quand même pour nous autres une grande surprise. Qui vous avez appuyé pour lui succéder parce qu'il y a eu plusieurs candidats à sa succession? Bien, voici, moi, j'ai appuyé Pierre McJohnson, mais il faut faire un petit historique. Bernard Landry se présentait. Bernard Landry, c'était un confrère qui était à Laval avec moi. J'ai appuyé Bernard Landry. Puis au début de cette campagne à chefferie, lui, il s'est désisté. Il n'a pas continué. Alors, il y avait des autres candidats qui étaient Jean Garon, il y avait M. Guy Bertrand, il y avait Pauline Marois, il y avait à ce moment-là aussi là, Pierre McJohnson. Et moi, j'ai voté pour Pierre McJohnson. Les choses ne sont pas vraiment replacées, même sous la gouverne de Pierre McJohnson. Sentiez-vous venir votre défaite et celle du gouvernement pour les élections suivantes? Oh oui, oui. À la fois, oui, je dirais, à cause des raisons que j'ai données tout à l'heure, à savoir les négociations et tout ça, l'usure du pouvoir, mais d'autre part, j'avais confiance. J'avais confiance en Pierre McJohnson. C'est un gars qui avait beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'autorité morale, il se présentait bien. Et puis, les sondages à ce moment-là, ça c'est à l'automne de 85, il était, lui, plus haut dans les sondages que M. Robert Bourassa. Alors, il y avait quand même de l'espoir. Et puis, quand même, notre gouvernement, là, il y a eu une crise économique, mais on s'était grouillé à ce moment-là. Il y avait des programmes, Corvée Habitation, il y avait Logirante, le plan Biron. On avait travaillé aussi avec la FTQ pour mettre en place le Fonds de solidarité. Et je vous donne des petits faits en parlant de ça. Lorsqu'on a voté ce projet de loi-là, Robert Dean, qui venait de ce milieu-là, est arrivé au caucus. Il dit, « Messieurs, on vient de voter une loi, vous y croyez à cette loi, sortez vos blancs de chèques et faites un chèque. » Alors, il nous a demandé 100 $ à tout le monde. Ça a été la première, disons, contribution. Considérant que Pierre McJohnson était plus populaire et de beaucoup que le parti lui-même, on avait sur nos affiches avec Johnson. Alors, deux figures, Johnson sur un côté, puis le candidat du comté à côté de lui. Alors, on s'est fait battre le 2 décembre, par exemple. Ça n'a pas été suffisant pour vous faire élire vous-même? Non. Quelle leçon vous avez tirée de votre défaite? Bon, leçon d'humilité. On se pense des fois indispensable. On se donne à fond de train là-dedans. On aime beaucoup ça aussi. On sent que les électeurs nous aiment aussi. Mais est-ce que c'est une fausse image de cet amour, de ce soutien des électeurs? Non, c'est pas une fausse image. Ils sont sincères, mais à un moment donné, ils tranchent. Pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Je vais vous donner l'exemple. Quelques semaines, l'élection avait lieu le 2 décembre 85. Un mois avant, là, les gens, on sentait que les gens étaient gênés de parler aux députés qui se déplaçaient dans les centres d'achat ou un petit peu partout. Ils étaient distants. Alors, le 2 décembre, tu te fais battre. Alors, moi, ce qui est arrivé, je suis resté chez nous le 2, puis le 3 aussi, le 2, 3, 4. Mais il faudrait bien que je fasse quelque chose. Alors, je m'en vais au centre d'achat. À ma grande surprise, tout le monde venait à moi. En fait, c'est ça la vie. Alors, je me suis réconcilié 2 jours après avec mon électorat. Il avait décidé de changeons d'équipe. Et puis, la vie continue. Bon. Alors, vous avez dû quand même mettre un peu de temps à retomber sur vos pieds parce que vous n'avez fait qu'un mandat. Donc, il n'y a pas la pension des députés, il n'y a pas un soutien financier très fort. Oh, mais enfin, moi, j'avais une sécurité d'emploi dans le domaine de l'enseignement. J'aimais beaucoup l'enseignement, être devant une classe. Et puis, enfin, j'aimais beaucoup ça. Mais lorsqu'on a connu la vie trépidante à l'Assemblée nationale, là, avant de revenir entre 4 murs d'une classe, à un moment donné, on pense, est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire d'autres choses? Et je me suis dirigé dans d'autres domaines, des relations publiques, entre autres. Je suis devenu le directeur général d'une fondation hospitalière de Cité de la Santé. Alors, on rebondit. En fin de compte, c'était ça, la suite des événements à partir du 2 décembre. En 90, vous n'étiez plus député, mais vous êtes revenu ici même
au Salon Rouge, présentait un mémoire à la commission parlementaire sur le projet de loi sur les services sociaux. Votre mémoire portait sur la philanthropie. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce moment-là? Moi, j'étais directeur général de la Fondation Cité de la Santé et j'étais aussi sur l'exécutif de l'Association des hôpitaux du Québec, des fondations des hôpitaux du Québec. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-André Côté, Marc-Yvan Côté, présente un livre blanc sur le financement des centres hospitaliers et de la santé. Alors, nous autres, comme fondation, ce qu'on est venu présenter puis demander, entre autres, c'est peut-être d'avoir une fiscalité plus généreuse envers ceux qui font des dons aux centres hospitaliers. Et on mettait en comparaison, justement, la générosité du législateur face aux dons que faisaient les simples particuliers aux partis politiques. La générosité était beaucoup plus grande que ceux qui donnaient dans les hôpitaux. C'est un petit peu ça notre revendication. Et comme député, vous avez sûrement fait un bilan, ne serait-ce qu'avec quelques collaborateurs. Les réalisations qui vous ont donné le plus de satisfaction pour l'île de Laval, pour vos électeurs? Ah oui, à Ville de Laval, j'ai pu voir à la construction de 2 centres de personnes âgées, le centre Lapinière, le centre Saint-François, la construction aussi d'une bibliothèque Germaine Guévremont, le financement d'une maison des jeunes. Il y avait aussi le boisé Papineau. Le plus beau des boisés là, à Laval, eux autres, ils avaient déjà vendu 65 lots. On a arrêté là, quand même la construction juste au bon moment. Et il y a eu un remembrement, comme on dit, un programme de remembrement. Et tous ces lots-là ont été achetés et on a conservé le boisé Papineau. Ça, j'étais très, très fier de ça. Le projet d'écluse, il y a eu une grande mobilisation. On ne l'a pas, mais ça y est qu'on a travaillé, puis il y a eu une grosse mobilisation. Au niveau de Laval comme tel, bien, c'est sûr que c'est la Maison des Arts là, qui existe puis qui fait la fierté des Lavallois. L'Office du tourisme et des congrès. Il y avait aussi le Palais des congrès de Laval. Alors, des belles réalisations dont je suis très, très, très fier. Et de votre passage à l'Assemblée nationale comme député, comme législateur, quel souvenir le plus agréable vous en gardez? Moi, c'est de représenter quand même le comté de Mille-Îles. On est content de s'adresser à nos électeurs. On est redevable à nos électeurs. Et ensuite, moi, ce que je retiens, c'est le plaisir de discourir dans cette belle enceinte, de collaborer dans des commissions parlementaires à faire avancer certaines lois, à faire avancer certains projets, à mettre sur pied certains projets. Moi, en fin de compte, ce que j'ai aimé la plus grande satisfaction, c'est d'avoir contribué à avoir un ordre national du Québec. Ça a été, enfin, le coup de pouce. Est-ce que ça serait fait pareil? Peut-être avec les années, mais peu importe. Pour moi, c'était une grande fierté pour moi. Est-ce que vous avez eu envie de vous représenter à d'autres élections? Voici ce qui est arrivé, malheureusement. En novembre 87, j'ai eu un infarctus. Et puis, dans le même mois, j'ai eu des pontages. Et puis, il est arrivé une coïncidence assez peut-être malheureuse, dans le sens où, au moment où je sortais des soins intensifs, le chirurgien m'annonce sur la table de réveil, on pourrait dire, la mort de René Lévesque. Juste à ce moment-là. Alors, ça a été, puis d'un infarctus, alors ça a été pour moi un très, très grand choc. Et en 89, 94? Alors, ce qui est arrivé, les gens du comté m'ont demandé, j'ai bien de la misère à remonter à la côte. Au bout de 2 ans, j'étais à bout de souffle encore. Ça m'a pris du temps. Alors, ils m'ont demandé, veux-tu te représenter? Ah, puis j'ai dit non. Non, ma santé avant tout. Et puis, enfin, je me suis occupé de d'autres choses. Mais ce n'est pas le goût qui a manqué, parce que j'ai bien aimé être député à l'Assemblée nationale. Et dans l'action politique, à
après carrière. Est-ce que vous avez participé au référendum de 95? Ah oui, j'ai participé d'une façon active. J'étais coprésident du comité du oui à Laval, dans mon comté. J'ai fait du porte-à-porte et puis tout ce qu'il fallait, là. Le pointage sortir, comme on dit, le vote. Et puis, c'est entendu que moi, j'étais là le soir, lorsqu'on, au Palais des Congrès à Montréal, lorsqu'on donnait des résultats. Alors, on connaissait à un moment donné un moment d'euphorie où on était gagnant. Mais à la fin, bien là, c'était un petit peu plus dramatique. On a perdu. On sentait au Palais des Congrès, ce soir-là, en 95, de l'amertume, même de la colère. Vous avez continué à garder un lien avec les anciens parlementaires, vos anciens collègues, et cette fois-là d'une façon plus neutre, c'est-à-dire plus amicale avec les trois, quatre formations politiques qu'il y a eu à Québec, dans l'amicale des anciens parlementaires. On voulait réunir les anciens parlementaires pour, en fin de compte, prendre leur expérience, leur dynamisme et tout ça, pour aider la démocratie au Québec ou ailleurs. Et puis, le plus curieux, vous allez le savoir, au moment où on se parle, il y a à peu près 380 parlementaires vivants qui ont passé ici à l'Assemblée nationale. Il y en a presque 60 qui ont adhéré à notre amicale en payant une cotisation. Je peux vous dire que c'était presque un record si on regarde les autres amicales, les autres associations d'anciens parlementaires. Et puis, ça nous fait plaisir, nous autres, ici au Québec, je ne sais pas, on a peut-être une culture spéciale de se rencontrer, de s'entraider. Et qu'est-ce qu'on a organisé? On a organisé un colloque sur le parlementarisme au 21e siècle. On a présenté aussi des mémoires, un mémoire à propos de l'éducation. On a présenté un mémoire aussi sur la réforme parlementaire, donner plus de pouvoir aux députés comme tels. Et puis, on a pris une initiative avec des Français et des Belges pour bâtir ce qu'on appelle l'Union mondiale des associations de parlementaires de langue française. Ça regroupe 30 pays francophones et on est un des membres fondateurs. Durant vos 4 années comme député, vous avez été en mesure de voir le rôle du député. Est-ce que ça correspond aux attentes des électeurs? Ah, les électeurs sont durs envers le rôle du député. Je parle bien du député politicien à l'Assemblée nationale qui représente l'ensemble du Québec. Et si on regarde, nos cotes sont assez basses, merci. Il y a aussi le système parlementaire qui n'aide pas. L'électeur, lui, il va voter pour quelqu'un dans le député, mais s'il y en a 6 qui se présentent dans le comté, rarement celui qui va gagner va avoir plus que 50 des votes. Rarement qu'il va l'avoir. Alors, le député qui va être élu va avoir des votes peut-être à 42 %. Ça veut dire qu'il y en a 68 ou 58 des autres qui n'ont pas voté pour lui. Et vous regardez ça dans tous les comtés, c'est ça qui arrive. Mm-hmm. Alors, il y a peut-être aussi le système à changer, le système de la représentation à changer. Mais le travail de député, il peut être très valorisant, là, disons, dans le comté. On reçoit à tous les lundis des personnes qui viennent frapper chez vous. Et moi, j'aimais tellement mon rôle de député à un moment donné que j'ouvrais mon bureau le premier dimanche du mois, de 11h à 1h, c'était ouvert à la population. Et on appelait ça le café et bain du député de Mille-Îles. J'aimais rencontrer des gens. C'était pas nécessairement d'aspirer à quelque chose, mais simplement d'avoir ce contact-là, d'être à l'écoute. Bien, en fin de compte, c'est une grande satisfaction. Merci beaucoup, M. Champagne. C'est moi qui vous remercie.